Nous sommes dans la 4e année, au jour 350 depuis le début de l'invasion totale. Je vous souhaite la bienvenue, je vous salue. Passons au rapport de situation. Dans le rapport d'aujourd'hui, nous allons examiner la situation à Kiev. Nous allons également examiner les attaques que l'état-major ukrainien a déclarées avoir menées sur le territoire russe. Nous allons également voir comment les Russes essaient de contourner Starlink, ainsi que l'opinion actuelle de la population russe sur cette guerre. Car il y a de nouvelles opinions intéressantes qui surprendront probablement certains d'entre vous, et bien d'autres choses encore. Je ne vais pas trop en dire à l'avance. Regardez le reportage. Il sera un peu plus long aujourd'hui. À Kiev, il fait extrêmement froid et ça ne va pas s'améliorer. Parce que les Russes ont presque totalement détruit l'approvisionnement et la production d'énergie. Ils ne gagnent pas la guerre actuellement sur le front, ou bien ils avancent vraiment très lentement, mais dans la destruction des infrastructures civiles, ils sont champions du monde. Celui qui repousse chaque nuit plusieurs centaines de menaces aériennes contre les grandes villes et leurs installations avec un petit contingent de moyens de défense ne va pas loin. L'Occident ne livre pas assez vite ou tout simplement pas assez en général, et l'Ukraine ne produit presque rien et doit presque toujours compter sur une solution provisoire. Au final, la Russie utilise la pression sur la population pour rendre la vie insupportable, afin de détourner les ressources et le mécontentement ailleurs. Jusqu'à présent, cela fonctionne bien pour les Russes et pourrait devenir un vrai problème pour l'Ukraine à long terme. L'état-major ukrainien signale des attaques nocturnes sur plusieurs cibles russes à Donetsk. Ont été touchés à la fois un entrepôt logistique à Rozivka, une zone de concentration de troupes près de Krasnohorsk, ainsi qu'un poste de contrôle pour les opérations de drones. Militairement, ces frappes visent moins des gains territoriaux spectaculaires qu'à affaiblir les opérations russes. Les dépôts logistiques sont essentiels pour l'approvisionnement et la résilience. Les points de rassemblement de troupes sont très vulnérables, car ils concentrent le personnel dans un espace limité. L'attaque contre un poste de contrôle de drones vise quant à elle le renseignement et la désignation des cibles. Et dans l'ensemble, cela suit un schéma clair que nous devrions déjà très bien connaître depuis le printemps 2023. L'Ukraine essaie de détruire ou de perturber les opérations russes avant que des forces puissent être amenées ou déployées sur le front. Cela accentue la pression sur la partie russe, l'obligeant à dépenser des ressources pour protéger, déplacer et restaurer, qui feront défaut ailleurs. Le ministère ukrainien de la Défense met en garde contre une tentative de la Russie de rétablir l'accès à Starlink. Actuellement, les Russes doivent s'enregistrer pour pouvoir utiliser les terminaux. Selon un conseiller du vice-ministre de la Défense, Moscou tente de contourner les blocages existants en impliquant des civils ukrainiens dans le processus. La Russie compterait sur l'enregistrement officiel des terminaux Starlink au nom de citoyens ukrainiens. Ensuite, cette fois, ces appareils seraient remis à des unités russes afin de permettre la communication par satellite sur place. Les autorités ukrainiennes signalent que des offres d'emploi secondaires apparaissent déjà dans des discussions et groupes en ligne. On recherche plusieurs milliers de personnes prêtes à enregistrer officiellement des terminaux Starlink et à les transmettre ensuite à l'armée. La partie ukrainienne précise que ces tentatives de contournement étaient en prévu. Certains spécialistes surveillent déjà ces schémas, les enregistrements correspondants sont identifiés et désactivés. L'objectif est d'empêcher que les troupes russes puissent à nouveau accéder à grande échelle à un système de communication qui est crucial pour la conduite moderne des combats, l'utilisation de drones et la coordination. Leur évaluation à ce sujet est très claire. La dépendance de la Russie à l'égard de Starlink reste très élevée. Les alternatives propres, comme nous l'avons vu les dernières fois, sont techniquement insuffisantes. Le fait que Moscou tente maintenant d'impliquer des civils ukrainiens montre la pression opérationnelle du côté russe et en même temps la volonté de prendre des risques qui sont délicats tant sur le plan politique que juridique. Pour l'Ukraine, cela signifie que non seulement l'espace technique, mais aussi l'espace social devient une partie de la lutte défensive. Regardons maintenant le front sud. La dernière fois que nous avons examiné ce secteur du front ici, j'ai dit que nous ne devrions pas céder à la panique. Et je pars du principe que la situation ici sera similaire, comme à l'époque des oreilles de lièvre de Pokrovsk. Nous savons qu'à Pokrovsk, il y a eu une avancée russe. Les troupes russes ont pu contourner les lignes de défense ukrainiennes, se regrouper, puis lancer de petites attaques coordonnées par des drones, progressant ainsi petit à petit. Du côté, disons, des reporters plus connus, tout cela a été présenté comme une percée énorme. Je vous l'avais dit, ce n'est pas une percée, c'est impossible, et c'est ce qui est arrivé. Il s'est avéré qu'il ne s'agissait que de quelques soldats qui ont su très bien exploiter une faille dans la défense ukrainienne. Et ils ont laissé croire à d'autres journalistes qu'ils avaient réalisé une percée ici.
Mais quiconque a la moindre connaissance militaire sait comment c'est et comment cela s'est passé. Et c'est pareil ici. Et cette fois, nous avons même eu la confirmation plus tôt qu'à l'époque de Pokrovsk, car ici, il y a déjà un changement. La 33e ukrainienne. La brigade signale un gain de terrain. Ainsi, les localités de Pridorojne et la voisine Ternovaté ont été évacuées par les forces russes. Les deux villages sont à l'ouest de la ligne de contact actuelle dans ce secteur du front qui suit cette route en passant par Dobrogvilia. Les Russes sont passés quelque part par ici, ont ensuite pu avancer vers le nord et progresser jusqu'à l'Épingle rouge. Il y avait aussi la vidéo des soldats russes qui ont été capturés par un drone terrestre ukrainien. J'ai laissé cet endroit en jaune, car je n'ai pas encore de géolocalisation, seulement l'affirmation de la 33e brigade l'ayant libéré. Bien sûr, cela ne suffit pas pour le rapport de situation, mais à Ternovat, nous avons déjà une géolocalisation. Vous vous souvenez sûrement de cette image. 2 soldats russes à l'entrée de Ternovat, que j'ai déjà montré dans le rapport de situation il y a quelques jours. Les Ukrainiens se trouvent maintenant au même endroit à l'entrée de la ville et se prennent en photo avec leur drapeau après avoir retiré le drapeau russe. Et cette ligne dont nous venons de parler, donc la route qui passe ici, elle est d'une importance centrale. Tant qu'elle est tenue, l'avancée russe reste bloquée. Derrière la rivière se trouve ensuite le prochain obstacle naturel du terrain, à savoir ici ce paysage vallonné. Derrière, l'espace s'ouvre alors en direction de Zaporijia. Une percée à cet endroit donnerait en effet à la Russie beaucoup plus de marge de manœuvre sur le plan opérationnel, c'est pourquoi cela constitue un objectif stratégique pour l'armée russe. Pour l'Ukraine, l'enjeu n'est pas de garder des villages, mais de gagner du temps en profondeur. Chaque rivière tenue et chaque ligne stabilisée oblige les forces russes à de nouveaux assauts, à des pertes plus élevées et à un engagement supplémentaire de troupes. Le rapport de la 33e brigade indique qu'en Ukraine ou dans l'armée ukrainienne, il est actuellement possible de maintenir cet effet d'usure, surtout sur ce secteur du front. Dans cette vidéo, on voit un vétéran russe dans une tranchée, dans une ville russe. Il s'assoit dans la tranchée, se recroqueville et semble complètement absent. Pour lui, la guerre n'est pas finie. Bien qu'il ait quitté le front depuis longtemps, il reste intérieurement en Ukraine. Physiquement, comme je l'ai dit, il est rentré en Russie, mais mentalement, il est encore en guerre. Je veux juste utiliser rapidement cet exemple pour souligner un point. Ce que l'on voit ici est très probablement un trouble de stress post-traumatique sévère, en abrégé TSPT. Cette maladie apparaît lors d'une violence extrême, d'une peur de mort ou d'un stress constant, pas seulement en temps de guerre, mais aussi dans bien d'autres situations. Le cerveau reste en alerte et les personnes concernées se sentent menacées en permanence, même sans danger réel. Certains bruits, lieux ou situations ravivent des souvenirs, donnant l'impression d'un recommencement. Pour les autres, cela paraît incompréhensible, mais pour les concernés, c'est très réel. Même si de nombreux soldats en Russie se sont portés volontaires pour cette guerre, cela ne change rien aux conséquences. Cet homme a survécu, oui, mais survivre ne signifie pas revenir indemne. Le prix peut être une vie avec la peur, la perte de contrôle et le chaos intérieur. Ce sera évidemment un énorme problème pour tous les autres rapatriés de Russie. C'est brutal et cela ne s'arrête pas avec le retrait du front. Il est important de le préciser brièvement à ce stade. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas non plus ridicule. Même s'il s'agit ici d'un soldat russe concerné, qui s'est très probablement porté volontaire et qui est, plus ou moins, responsable de son propre État. Il voulait envahir le pays voisin pour de l'argent. Les traumatismes psychologiques ne font pas de différence entre les nations, les idéologies ou les questions de culpabilité. Ils touchent aussi bien les personnes en Ukraine, qui sont affectées par l'agression russe, que les soldats en Russie ou même chez nous, en Allemagne. Beaucoup de nos soldats souffrent également du SSPT, notamment après diverses missions à l'étranger. Ici aussi, la maladie est souvent reconnue trop tard, minimisée ou pas suffisamment prise en compte. Nombreux sont ceux qui luttent quotidiennement contre l'insomnie, les souvenirs envahissants et surtout l'isolement, au front comme dans la vie courante. Les circonstances dans lesquelles ils sont traumatisés sont différentes, mais la souffrance qui en résulte, elle, ne l'est pas. Discutez avec vos connaissances ayant servi dans l'armée ou en mission à l'étranger, même si elles ne s'expriment pas. Souvent, une conversation aide. Ils aiment en parler mais attendent qu'on fasse le premier pas. Et cela aide souvent les personnes concernées, surtout en matière de prévention. Après tout, ils ont porté beaucoup de choses pour nous tous sur leurs épaules et parfois ils les portent encore aujourd'hui. Ici, de nombreux Ukrainiens ont développé un TSPT à cause de la guerre et un soldat russe aussi. Tout ça pourquoi ? Pourquoi alors ? Pour que la Russie ait grandi de seulement 0,68% grâce aux territoires occupés, y compris la Crimée.
ou alors pour accepter plus d'un demi-million de pertes, ou pour perdre de bonnes relations avec tous les autres pays, à part quelques alliés restants à la Russie, alors qu'elle détruit son économie. Nous y reviendrons, alors que certains ici veulent que tout continue comme avant. Mais tous ne sont pas comme la femme vue précédemment. Les Russes osent davantage exprimer leurs opinions dans les sondages, ce qui n'était pas le cas avant. Cela indique une situation difficile, comme on peut également le constater dans les réponses des interviews. Cet homme se plaint qu'il n'y a plus rien dans les supermarchés, l'autre veut quitter le pays le plus tôt possible. Cette femme a déjà compris que le gouvernement a menti en affirmant ne pas vouloir bombarder Kiev et vouloir seulement négocier. Sa voisine dit qu'elle est devenue plus pauvre à cause de la guerre. Les prix montent, les salaires stagnent, elle a même perdu son emploi. La grand-mère trouve cela très douloureux. Mais la seule chose qu'il faudrait faire, c'est défendre la Russie. Mais si les Russes veulent se défendre, contre qui? Ils n'ont même pas été attaqués. Elle vient aussi d'une famille d'officiers, et la vision du monde en temps de guerre est alors différente. Celle-ci attaque directement, et dit que les Russes tant qu'un Haïti sont des idiots. Et même les plus grands idiots, parce qu'ils ont échangé la démocratie contre une direction soviétique qui les dépouille tous maintenant, surtout les retraités. Donc l'ambiance est plutôt neutre, je dirais. Avant de passer à l'économie, regardons rapidement les alliés et les zones d'influence de la Russie que nous avons actuellement. Nous avons une nouvelle année, 2026, à commencer. Nous sommes actuellement au début du deuxième mois et nous devons voir quelle est la situation actuelle. Pour cela, j'utilise ce rapport aujourd'hui. L'influence décroît nettement en Extrême-Orient. 3 événements récents illustrent la perte d'importance de Moscou dans la région, due à ses propres erreurs. Premièrement, la Chine a cessé d'importer de l'électricité russe depuis janvier 2026. La raison n'est pas politique, mais réside dans des problèmes structurels, du côté russe. Après la déréglementation, les prix de l'électricité dans l'extrême-orient russe ont fortement augmenté, de plus de 40%. Cela a dépassé les plafonds de prix prévus au contrat. En même temps, on voit à quel point le réseau électrique est délabré, car depuis des années, l'argent va à la guerre au lieu d'être investi dans les infrastructures, qui étaient déjà en mauvais état avant la guerre. Pour la Chine, ce fut simple. Elle n'achète plus l'électricité et la produit elle-même. De plus, le projet Force de la Sibérie 2 reste bloqué. Il n'y a pas encore de décision d'investissement définitive. La Chine n'est prête à acheter le gaz qu'à des prix plus bas, nettement inférieurs à ceux des anciens contrats européens, ce qui signifie que la Russie aurait mieux fait de vendre à l'Europe. Dans le même temps, la Mongolie a même retiré le gazoduc de son plan de développement actuel. Cela complique le transit et indique évidemment une incertitude accrue. La Russie n'a ici aucun levier, elle attend pendant que Pékin dicte les conditions. Troisièmement, on voit à quel point la situation économique de Gazprom est particulièrement préoccupante. Le groupe a déjà construit un tronçon de gazoduc de plusieurs centaines de kilomètres en Sibérie, alors que le projet global n'a même pas encore été sécurisé. Ce n'est pas tant une vision stratégique qu'une expression de faiblesse. Gazprom reste assis sur le gaz de Yamal qui n'est plus demandé en Europe. Le marché européen disparaît pour de bon, et ce, totalement dans un avenir proche. Par ailleurs, les prix du gaz en Europe sont revenus depuis longtemps à leur niveau d'avant-guerre. La Russie a perdu un client important et n'a pas trouvé de remplaçant équivalent. Pris ensemble, cela montre l'échec du soi-disant pivot vers l'Est que beaucoup de gens nous ont prêché au début de la guerre. Ce sempiternel « mi, la Russie n'a pas besoin de l'Europe et va tous nous détruire. Mi. La Russie et la Chine sont les meilleurs amis, qui se soutiennent toujours dans les bons comme dans les mauvais moments. Oui, on a entendu ça très souvent, mais il ne s'est rien passé. La Russie n'est pas entrée en Asie d'égal à égal, elle est devenue dépendante et se nuit elle-même, tandis que la Chine en profite. Je l'ai toujours dit. Je leur ai déjà dit que la Chine exploiterait la Russie et agirait dans son intérêt. Et la Chine ne fera que ce dont elle voit son propre intérêt, et ce n'est certainement pas d'aider la Russie sur la base de l'amitié. C'est exactement ce que nous constatons ici. Les conditions sont pires en Europe, les prix plus bas et la dépendance politique encore plus forte. Moscou doit faire des concessions, car les marges de manœuvre économiques et politiques de la Russie se réduisent. La guerre n'a pas seulement aliéné l'Occident, mais elle a aussi poussé la Russie dans une position où elle doit offrir ses ressources selon les conditions chinoises. Ce n'est pas une ascension stratégique, ce n'est pas une position de force, mais une perte de pouvoir progressive. Surtout là où la Russie voulait justement montrer sa force et sa domination. Nous sommes plus ou moins encore au début de l'année. Et dernièrement, j'ai souvent parlé de l'économie, car une guerre dépend avant tout et presque exclusivement de sa propre économie. Du côté ukrainien, c'est justement le cas.
Ils dépendent militairement beaucoup de l'Occident, mais ils ont aussi beaucoup d'investissements propres qu'ils financent avec leur économie limitée, on peut le dire ainsi. Cependant, il est vrai qu'ils dépendent plus ou moins uniquement de l'Occident. Sans l'Occident, l'Ukraine aurait déjà perdu cette guerre. Ils concluent ainsi de nouveaux accords économiques avec l'Occident qui lui profiteront après la guerre. Pour cela, on continue actuellement de soutenir l'Ukraine autant que possible, même si cela reste insuffisant. Mais du côté russe, la situation est sans différente. La Russie reçoit de l'aide militaire d'environ 4 ou 5 alliés qui lui restent. Mais elle ne reçoit pas cette aide gratuitement ou sous forme de prêt, elle doit généralement la payer immédiatement, et cet argent doit d'abord être gagné. C'est pourquoi il est très important pour la Russie d'avoir une économie stable et forte, capable de poursuivre cette guerre. La guerre coûte incroyablement cher. Réfléchissez-y un instant, un missile coûte plusieurs millions d'euros, et la Russie en tire plusieurs par jour sur l'Ukraine. Beaucoup sont abattus, d'autres ne touchent aucune cible. Et parmi ceux qui atteignent leur cible, cela ne représente qu'un petit pourcentage, environ 20%. Je ne veux absolument pas minimiser les attaques de missiles russes, bien au contraire. Je veux vous montrer combien chaque nuit coûte cher, et ce ne sont que les missiles, sans compter les munitions. Les salaires des soldats ne sont souvent pas versés, mais cela ne touche pas tout le monde. Sinon, il y aurait déjà une petite révolte. La corruption continue de prospérer et il y a aussi beaucoup d'autres sources de gaspillage d'argent qui restent liées à cette guerre. Que ce soit des fonctionnaires en Russie, que ce soit un logisticien en Russie, que ce soit un soldat au front ou bien un fabricant de drones qui vend à l'armée russe. Ils coûtent tous de l'argent dont l'État a d'abord besoin. Ce n'est pas pour rien que la Russie consacre désormais presque la moitié de son budget à l'armée, mais l'élan généré par le budget de guerre de ces dernières années n'est plus tenable. Le problème fondamental, c'est que l'argent ne suffit plus pour tout le monde et que l'État fixe des priorités claires. Celles-ci sont évidemment que la guerre passe avant tout. Même avec de grands chiffres, la croissance reste faible et les prévisions n'annoncent qu'une hausse économique minime. Ce qui est décisif, c'est que ce qui continue de croître dépend presque entièrement des commandes publiques, surtout ce qu'il aurait cru, des commandes militaires. Les secteurs pouvant générer une croissance durable ont peu d'impact. Même l'économie de guerre ne parvient plus à relancer l'économie, signe d'une marge financière très réduite. Vous le savez, l'Europe a d'abord beaucoup misé sur l'effondrement de l'économie russe. Mais on a vu dans l'ensemble que l'économie a même augmenté, alors qu'elle était en guerre. Mais cela s'explique par le fait que l'économie de guerre a explosé et que l'État russe y a investi beaucoup d'argent. Et cette croissance économique dans l'économie de guerre a augmenté la croissance générale et a simplement masqué le déficit dans d'autres secteurs économiques. Mais aujourd'hui, la stagnation est claire, surtout dans le budget de l'État. Les dépenses augmentent, mais pas les recettes. La raison principale en est la baisse de l'impôt sur les bénéfices des entreprises. Cet impôt est particulièrement important pour les régions, car lorsque les bénéfices des entreprises diminuent, les régions perdent directement des recettes. La majorité des régions sont désormais en déficit, malgré une récente hausse des impôts décidée par le Kremlin. Le problème est que des impôts plus élevés ne comblent plus les déficits. Certains politiciens devraient en tirer des leçons. Pour financer ces dépenses, le ministère des Finances puise davantage dans le Fonds national de prospérité. Des actifs sont vendus pour libérer des fonds. En même temps, le sujet fait débat. Un signal d'alerte est toutefois prévu. Jusqu'à présent, le fonds était un instrument important pour soutenir l'économie ou les infrastructures. Si même ce levier disparaît, alors l'activité d'investissement de l'État diminuera également. En parallèle, une décision politique difficile s'annonce. Les entreprises hors armement ne reçoivent presque plus de soutien. Même les grandes voient leurs demandes rejetées. Le message est clair, il n'y a plus d'argent gratuit. Ceux non essentiels à l'effort de guerre sont laissés de côté. Cela signifie que les entreprises d'armement, les télécommunications et les fleuristes profitent de la guerre. D'autres entreprises de taille moyenne ou de grande taille, qui n'ont aucun impact sur cette guerre, sont les grandes perdantes. Elles génèrent moins de chiffres et d'impôts, ne finançant plus entièrement la guerre. Entre la stabilité économique et le financement de la guerre, la direction doit donc choisir, et comme on peut le voir, elle choisit la guerre. Une phase de stagnation. Elle l'accepte consciemment. Cela a aussi un certain contexte. Les Russes partent du principe, ou du moins le Kremlin part du principe, qu'ils vont bientôt gagner, peut-être même dès demain, donc s'ils devaient encore nuire à l'économie russe pendant une année supplémentaire. On espère qu'après une fin rapide de la guerre, tout repartira à la hausse et qu'il y aurait moins de dégâts que si la guerre devait encore durer plusieurs années.
La situation ne deviendra critique pour le système que si les revenus des exportations d'énergie chutent durablement, principale source de revenus de la Russie. Tant que cet argent continue d'affluer, la priorité militaire reste également maintenue. Je remercie donc tous les abonnés, les membres de la chaîne et l'équipe Algo. Merci à Oberslaughter, Renneke, Robert, Cilia, Dietrich, Freddy et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez, commentez et à bientôt pour la prochaine analyse.